initiative. Et c'est parti d'un projet citoyen par rapport à mon vécu dans mon petit village, parce que je suis né à Capelle. Et de par mon métier de sapeur-pompier. Et les sapeurs-pompiers, c'est un monde assez hallucinant parce que j'étais partout, c'est-à-dire chez vous à la maison, dans des spectacles, dans les montagnes, sous l'eau. Et à l'époque, c'était la genèse, puisque le métier de pompier est jeune. J'étais un des premiers pompiers professionnels. C'était déjà une cacophonie complète. Et j'ai connu les deux mondes, parce que le premier chef des pompiers, je parle des pompiers parce que ça c'est en relation avec tout ça. J'avais mon père qui était parti faire toutes les guerres, qui est revenu au village, et j'avais mes oncles du côté de ma mère, qui étaient des bergers, qui étaient restés là. Et donc, quand est arrivé mon père au village, on lui a demandé de faire le premier chef des pompiers, parce qu'il avait une expérience militaire. Et là, j'ai déjà assisté à un conflit entre les bergers, qui avaient le savoir du feu, et mon père. Non, je parle de ça, c'est avant 10 ans. Donc, mais ça m'a marqué. Déjà, il y avait ce rapport entre des gens qui avaient un savoir transmis oralement, depuis toujours, notamment avec un élément qui était le feu. La société civile qui s'est organisée en prenant des gens qui n'avaient rien à voir avec le feu et de leur dire, mais toi, t'es le chef des pompiers. Moi qui disais, mais le feu, tu vas pas les conneries avec ton. Je sais plus quoi. C'est pas de la forêt avec un Dodge. C'est le point que mon père est parti avec le Dodge et plein de feu et qu'ils ont pris un arbre sur le dos. Il y en a un qui est mort et l'autre qui est. Et mon père qui est revenu avec deux jambes éclatées. Bon, je risque de partir dans tous les sens, mais tout ça c'est lié. Et donc après ça, j'ai été pompier professionnel. Et dans les pompiers professionnels, j'ai vu la cacophonie de ce monde dans lequel on est. Et à côté de ça, j'avais de 0 à 7 ans, j'étais dans ce village où il y avait un monde qui fonctionnait en totale résilience, où on faisait du fromage, on faisait tout, on avait à manger, on avait à boire, on avait des fontaines partout, et on partageait. Voilà. Et maintenant, je suis dans mon village et je me sens plus chez moi, quoi. Tel point qu'il y a des gens du village que j'ai découverts ici, qui sont là, quelqu'un aussi, voilà, qui est de Pioche aussi, et les gens sont des vallées comme ça, qui étaient des vallées complètement connectées avec chacun avec son intimité et surtout connectées avec la nature environnante. Maintenant, dans un village comme le Capet, il y a la cacophonie, il y a la guerre contre les vaches, contre les sangliers, contre des conflits. Voilà. Et l'urgence absolue que je sais, par rapport à ce que j'ai vécu dans les pompiers, par rapport aux événements dramatiques qu'il y a eu, et je sais comment ce monde est fragile, demain, quand ça va. Et si on regarde la télé, on voit ce qu'il en est, ça peut s'arrêter très vite, et les gens, on a assisté tout le temps les gens, et les gens ne savent même plus se soigner une bosse avec un glaçon. Hein. Quand vous êtes pompier, vous appelez quelqu'un à une bosse, il faut appeler le 15 qui régule, et dire que le petit pompier que j'étais, qui avait l'expérience pour dire tu prends un glaçon, tu le mets sur la bosse, on ne peut plus le faire. Hein. C'est le 15 qui régule et qui dit pour se couvrir, non, il faut l'emmener à la tête. Bon, je vais m'arrêter là parce que. Et à partir de là, j'ai connecté comme un pompier qui est en relation avec tous les métiers des administrations. Et dans ces administrations, il y a 80% d'incompétents. Et c'est ceux-là qu'on prône, qui sont entrés par la politique ou par je ne sais pas quoi. Et particulièrement les pompiers, j'en connais beaucoup. L'actuel directeur est un gros incompétent. Mais bref, j'ai pas peur de le dire. Et les gens compétents, on les a écrasés, les autres on les a fait monter. Et donc, moi j'étais connecté avec les forestiers, avec tous des gens très compétents, parce que dans ces administrations, il y en a qui sont passionnés et très compétents. Donc, associativement, on s'est mis ensemble, les retraités, ceux qui sont partis à la retraite, ceux qui avaient vraiment des compétences, et même, pour parler des pompiers, les meilleurs pompiers au monde, j'ai pas peur de le dire, sont des pompiers corses. Il y en a, ils sont aux États-Unis, ils sont au Canada. Et c'est ceux qui réfléchissent au monde de demain. C'est-à-dire qu'il y a un élément qui est le feu,
Et on ne peut pas lutter contre le feu. Même que le fait de dire de la lutte contre le feu, c'est une aberration. Voilà. Si on lutte contre un élément, les trois autres éléments vont se mettre. Voilà. Et donc ces gens-là, on s'est connectés à partir d'un projet, des gens des associations sur la vallée d'Onicapé, parce que c'est une vallée qui est encore intacte, mais en sursis, complète, intacte par son végétal, il est unique au monde, notamment par rapport à cette forêt qui est née du feu. Je peux vous en parler jusqu'à demain. On travaille, j'ai entendu parler de Francis Allais et tout ça, c'est des gens qui travaillent avec nous sur ce sujet-là. Donc, et quand on parle du végétal d'Onicapé, c'était des populations qui vivaient complètement en harmonie avec ce monde depuis le néolithique. Et maintenant, on est sorti de ce monde, et la nature, elle s'organise bien. Donc, on s'est mis tous ensemble pour réfléchir à un projet sur un micro-territoire, parce que si, comment dire, cette journée, elle reflète bien vos propos là à votre table, et à dire il faut faire des pistes cyclables. Oui, ah non, mais il ne faut pas faire ça. Non, mais on est allé voir la communauté de communes, on va faire un sujet pour machin truc. Ça peut pas marcher. Parce qu'il y en a un qui va aller voir le copain de la communauté des communes, Laurent Billard, ouais, on va dire ah oui, Laurent, bah, bien sûr, oui. Puis après, va passer l'autre, non, mais Laurent Billard, c'est un tout petit. Donc, l'idée, c'était de faire un modèle sur un micro-territoire, mais en synergie avec tous les acteurs du territoire, et notamment les acteurs de territoire, ceux qui ont le pouvoir. Par exemple, une région comme l'Unicapé, vous avez des sentiers, c'est l'Office du tourisme. Alors qu'à la base, les sentiers, c'était organisé, réfléchi pour un truc agraire, c'est un outil agraire, c'était pour que les châtaignes aillent au moulin, que le blé aille au machin. Tout ça, c'est tout à fait d'actualité maintenant, dans le monde de maintenant. Ça s'appelle l'agroforesterie. Et l'agroforesterie, elle a tout son sens maintenant, bien sûr, adapté au monde d'aujourd'hui. Et une vallée comme l'Unicapé, si on met l'eau d'Arc, tout l'empilement des trucs, l'eau d'Arc, la Natura 2000, l'ONF, l'OFB, les chambres d'agriculture, tous ces gens qui discutent en aparté, demain, on a juste des liens à faire, on est en résilience, un village comme Unicapé avec sa population, on est zéro impact carbone, zéro. Mais, c'est faisable demain. Après, c'est peut-être pas faisable avec un geôle ou un truc, donc c'est pour ça qu'on s'est mis autour d'un territoire pour les forcer à discuter tous ensemble et à travailler en synergie comme le fait un arbre. Voilà, notre modèle, c'est l'arbre. Ben, je vais m'arrêter là. Peut-être Paul va prendre le relais. Je suis sûr que tu compléteras de toute façon ce que je veux dire. Donc effectivement, cette entrée de prévention des risques, donc du risque incendie, ça a été le précurseur d'un projet que la DREAL nous a poussé à déposer. Ça s'appelle Plan de paysage. C'est un appel à projet au niveau national qui est financé par la DREAL pour faire un diagnostic d'un territoire et aller sur un plan d'action. Donc ça avait commencé en 2020, on a terminé en 2024. L'idée, c'était, avec des paysagistes concepteurs et des comités de pilotage, justement, avec tous les acteurs dont on parlait tout à l'heure, c'est de mettre tout le monde autour de la table et de dire, ben voilà où on en est dans ce territoire, et du coup, quels sont les leviers d'action qu'on va pouvoir activer pour aller sur des actions concrètes qui sont au service du territoire. Et l'entrée de ce plan de paysage, c'était comment mettre en autorésistance la vallée face au risque incendie. Sauf que du coup, c'est là où le feu relie un peu tout le reste. C'est qu'il y a eu 3 stratégies qui ont été abordées. C'est la culture du risque, donc apprendre à vivre avec le feu plutôt que de lutter contre. Il y avait la gestion de l'eau, la reconquête des sources, de cette ressource qu'on a totalement perdue, y compris les données sur la quantité d'eau qui sort des sources. Et donc on étudie les rivières, mais on n'étudie pas forcément ce qu'il y a dans les villages. Il y avait toute une réflexion, et ça c'était la dernière axe, sur la gestion des espaces, et notamment par l'agroforesterie. Donc ça nous a fait 59 actions, là il y en a 32 qui sont soit réalisées, soit en cours. La première, c'était la priorisation des parcelles à risque autour des villages.
Parce que du coup, vous connaissez tous les obligations légales de débroussaillement, enfin peut-être pas tous, mais on est obligé de débroussailler à 50 mètres autour de chez soi. Ça, c'est une obligation, donc ça crée des conflits, ça crée des oppositions, comme d'habitude. Nous, avec les paysagistes concepteurs, on a réfléchi aux 200 mètres qui sont autour de tous les bâtiments de tous les villages, et on a travaillé avec le LIDAR, donc, qui est de l'imagerie aérienne ultra précise qui nous permet de voir la couverture végétale. On a croisé avec les cartographies de l'ONF et de la DRAF pour savoir quelles essences étaient présentes et du coup à quel point, si c'est du pin riche ou ça brûle un peu plus que du chêne vert, etc. Et du coup on est arrivé avec le stagiaire à mettre une cartographie de l'aléa feu sur tous les abords du village. Et donc de prioriser effectivement les parcelles qui mettaient le plus en danger directement les populations. Donc c'est une approche qui est différente parce que ça sort de ce qu'on a l'habitude de faire, et c'est aussi pour ça qu'on peut le faire en tant qu'associatif, mais que les services conventionnels, on va dire, ne réfléchissent pas de cette manière-là. Et nous, on est arrivé à ça parce qu'on a fait 2 ans de diagnostic avant et qu'on a travaillé avec les différents acteurs. Et donc l'idée sur cette ceinture de protection autour des villages, qui ça pour le coup c'est une action qui peut être réplicable partout, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va faire pour mobiliser le foncier, si c'est du communal pour mettre en place des actions qui vont faire des vergers nourriciers, des jardins partagés, ou alors installer des agriculteurs dessus. Et donc on a vraiment poussé toute cette réflexion d'utilisation et d'aménagement du paysage. Et du coup ça relie, donc ça c'est l'entrée de prévention des risques, mais la solution là-dedans qu'on a retrouvé, parce que on ne l'a pas inventé, hein, c'était vraiment le modèle, comme disait Pierre, d'avant, c'est l'agroforesterie. Parce qu'effectivement, l'idée, c'est pas de faire des grandes bandes désherbées toute l'année où il n'y a plus rien qui pousse. Au contraire, c'est de vivre avec la nature. Et là, on a un modèle qui est génial là-haut, mais un peu partout en Corse, hein, par rapport à sur le continent, c'est quand même vraiment gardé. C'est l'agroforesterie. On travaille avec les arbres qui sont présents. Donc à les tailler pour la production de fourrage, de bois, d'aliments aussi pour les gens. Et donc cette vision de l'agriculture, nous on la prône à travers tous les projets qu'on va mettre en place, et surtout on commence à vraiment être dans la phase opérationnelle là-haut au village, et à commencer donc je vais vous parler beaucoup de la vallée, mais on commence aussi à s'exporter dans différents autres petits territoires sur lesquels on est en capacité d'intervenir, notamment sur le bassin versant d'Île-Rousse et de Santa Reparat, où là on a récupéré un nouveau plan de paysage pour pouvoir faire ce diagnostic, mais plutôt sur le risque d'inondation à Île-Rousse, et du coup d'étudier, plutôt que Normalement, les plans de paysage, c'est des communes qui le font sur leur territoire communal, et du coup ils ont une vision qui n'est pas paysagère, qui est communale. L'idée du paysage, c'est justement de se dire, là, on a un bassin versant, donc avec des crêtes, qui dirigent les écoulements d'eau, et cette unité paysagère, elle va définir des actions qui sont corrélées et qui donnent du concret sur le terrain et qui ont un sens pour l'économie locale. Donc effectivement, là, on a ce nouveau projet qui est plus centré sur l'eau, mais qui nous permet aussi de mettre en place ce qu'on avait dit sur le risque incendie, sur l'agroforesterie, sur la montée en compétence du territoire, et l'économie circulaire, le tourisme durable, etc. Donc on travaille effectivement sur beaucoup de sujets, c'est des trucs qu'on nous reproche parfois même parce que quand on voit l'assaut et les projets qui sortent ponctuellement, on n'a pas forcément conscience de pourquoi on est allé vers ces 3 thématiques qui sont en gros l'eau, l'arbre et le feu. Ces thématiques-là, elles sont toutes les 3 reliées, et c'est parce qu'il y a des ponts entre chaque que une action qui est faite pour lutter contre pour travailler avec le feu, c'est une action qui peut directement servir à la biodiversité ou à l'économie locale. Donc, ça c'est un peu le contexte et où est-ce qu'on se situe. Donc on est toujours en balade, on a quelques projets en dehors de ces territoires, mais c'est surtout de l'accompagnement ou de l'essaimage de ce qu'on a mis en place. Et on est partenaire, pour reparler des pompiers, des gens qui ont fait ça, des pompiers, c'est venu de pompiers qui, eux, on n'a pas été écoutés, on fait ça. Non, on n'a pas été écoutés, mais par contre, le modèle catalan, les Catalans ont repris ça.
Et les Catalans, on est en partenariat avec la Catalogne. Et les Catalans, ces pompiers sont sortis maintenant ça fonctionne, c'est la meilleure école au monde du feu de forêt. Et cette méthode, elle est exportée. Ils en ont fait une fondation, c'est la fondation Pau Costa. La Pau Costa, ils travaillent beaucoup avec les bergers, pour le fromage du feu, la viande du feu. Et on est partenaire avec eux, on les a fait venir plusieurs fois ici. Bien sûr, on est resté entre cercle d'initiés, les seuls qui n'étaient pas là, c'était les politiques, comme d'habitude. Mais nous, on est partenaire avec eux et on fait ce projet avec eux et on lâche pas. Ouais, donc il y a des modèles qui marchent. Un peu partout, ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que faire du lien entre les territoires, c'est super utile. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, même si, en plus parce qu'on est avec des gens sympas. Mais, c'est quand même une vision où, à partir d'un risque, on peut créer une dynamique territoriale et une économie, quoi. Là, ils ont fait une marque qui marche très bien là-bas. Et donc l'idée de partir d'un problème et plutôt de le transformer en levier d'action, à partir du moment où on sait qu'on a les personnes ressources, parce que on va dire que le facteur limitant dans tout ce qu'on fait là, c'est toujours les gens, quoi. C'est toujours soit les personnes dans les structures qui bloquent, soit parce qu'il y a des personnes ressources justement qui émanent. Comme moi qui suis arrivé il y a 2 ans, j'aurais pu repartir au Brésil ou en Australie et Pierre m'a fait un peu rester. Et j'en suis trop content parce que ça me permet, moi, de me passionner sur des sujets qui me semblaient inaccessibles en fait en Europe et en fait on repart quasiment de rien ici. Il y a toute une dynamique à recréer et c'est aussi pour ça qu'effectivement on se met en lien avec les autres territoires. Donc pour revenir effectivement au Junsen et aux actions qu'on a mises en place, c'est qu'à travers tout ce diagnostic et ce plan d'action, on a aussi beaucoup mieux compris comment fonctionnait. Déjà, moi ça fait donc 2 ans que je suis dans l'association, j'ai passé 1 an et demi, et je continue encore maintenant, à comprendre le millefeuille administratif dont parlait Pierre, parce que c'est vrai que les compétences, elles sont tellement cloisonnées dans différentes structures que c'est pas non plus étonnant que ça marche pas, quoi. C'est faire le boulot de coordination entre toutes ces structures-là, c'est déjà sur une thématique c'est compliqué, mais alors sur l'aménagement global du paysage, c'est beaucoup trop compliqué et c'est pas étonnant que les politiques du coup n'y comprennent rien. Pas non plus forcément leur jeter la pierre parce que ils ont tous leur prise, mais c'est toujours difficile de mettre ça en lien, quoi. Donc à travers ces diagnostics, on a aussi identifié le besoin de la montée en compétence du territoire, parce qu'effectivement on se retrouve avec des gens qui veulent bien faire, mais qui n'ont pas forcément toutes les cartes en main. Et donc pour ça, on s'est structuré en début 2025, en organisme de formation, donc certifié Calliope. Ça nous permet d'aller chercher les fonds de formation pour faire venir des formateurs, soit en général beaucoup du continent, parce qu'on va taper à une compétence qui est nationale. Et la Corse étant très vendeur, et il y a des projets super intéressants, donc ça nous permet de faire venir des gens qui sont presque les plus compétents sur leur thématique. Et donc ça, c'est en parallèle de la création du comité scientifique et technique de l'association, où on parlait de Francis Allais, on parlait il y en a d'Alice Rachmadou aussi, pour ceux qui la connaissent, qui bosse pas mal sur les projets en hydro. En fait, l'idée, c'est sur toutes les thématiques qu'on va travailler, y compris sur le patrimoine, sur l'architecture, sur l'urbanisme, c'est d'avoir une personne ressource, soit au niveau régional, soit au niveau national ou international, qui est reconnue pour ce qu'elle fait, qui fait un peu consensus dans le réseau d'acteurs, parce qu'on sait qu'il y a des compétents qui sont compétents là-dessus. Et ça permet d'avoir un levier d'action super intéressant sur des projets où parfois on manquerait sinon de dire d'experts sur ces trucs-là. Et c'est des gens qui en plus peuvent être mobilisés ou se faire qu'on peut aller chercher des sous pour qu'en prestation de service ils puissent accompagner par exemple les agriculteurs. Donc tu veux compléter toi? Je sais pas, peut-être parce que sinon, comme vous avez vu, le sujet est tellement vaste qu'on risque de le perdre, mais en fait c'est assez lié, enfin tout est assez lié. Peut-être on peut faire une question-réponse, je sais pas. Je sais pas. Moi, je suis pas trop doué pour faire des discours. Non mais c'est ça, je peux. Si vous voulez, avant de passer aux questions et comment on peut faire des relations avec ce que vous faites, parce que nous, tout est ouvert. Voilà, tout à l'heure, j'ai rencontré Pauline handicapée, elle me dit je suis paysagiste. J'ai dit welcome, nous on a un volet paysage. Le truc qu'on a accroché, c'est un lauréat. Le lauréat qu'on a pris, c'est le plan paysage. Et il s'est trouvé que
par hasard, quand on est monté au ministère, on nous a dit, waouh, moi je vais dans mon village perdu, là, je suis arrivé là-haut, à l'hôtel Roquelaure, le ministre, des gens en costard de tous les côtés, j'étais complètement perdu, je dis qu'est-ce que je fais là, voilà. Et tout le monde est venu me dire, ah c'est le meilleur projet national, j'ai voté pour vous, ah, bravo, ah. Parce qu'en fait, il se trouvait que personne n'avait parlé de paysage et de feu. Voilà. Alors que nous, dans nos vallées, le paysage, il était en résilience par rapport au risque d'incendie, parce que c'était cultivé, parce que il s'est trouvé qu'il fallait que ce soit le Pékin handicapé là, qui vienne avec des gens de l'ADEME, des gens sortis des grandes écoles, des gens qui viennent chez nous, le conservatoire du littoral, machin, nous expliquer comment on coupe les arbres, nous fliquer en plus, Natura 2000. Bon, et du coup, à partir de là, on a compris que, ouais, ils étaient un peu perdus, que peut-être il y avait urgence à reprendre chez nous notre territoire. Un truc que je voudrais ajouter avant les échanges, parce que c'est vrai que c'est toujours plus sympa, mais ce qui est intéressant dans l'asso, et on le voit ici aujourd'hui aussi, c'est que c'est une dynamique qui est venue d'en bas, qui est venue des citoyens. Et ça, en fait, on se rend compte là, franchement, avec l'évolution que ça a pris, la dynamique que c'est en train de prendre, que c'est possible d'avoir un poids politique qui est plus grand qu'une commune ou qu'un clan spécifique, parce qu'on bosse ensemble dans une même direction qui est celle de nos territoires. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on essaie de partager, quoi, parce que c'est super important. Et on voit bien, là on est tous conscients que cette politique-là, elle pollue, quoi. Moi dans mon village, cette politique est pollue. D'ailleurs, je suis allé les voir, moi, je leur ai dit, venez pas me voir dans mon conflit de merde, la pioche, ils sont 2 contre 2. Du coup, dès que vous parlez avec un autre, il croit que vous êtes avec l'autre, et du coup, le maire, ah non, et tu parles. Et on n'avance pas pour des trucs comme ça, alors qu'on a là maintenant, on n'est pas contre, sur le truc qu'a sorti l'Europe, l'agroforesterie. En fait, à l'échelon national, ils ne savent pas ce que c'est l'agroforesterie, quoi. Et nous, le fait d'avoir récupéré ça, et de maintenant être organisme de formation, c'est énorme. Parce que nous, maintenant, dans notre village, on peut inventer, nous, et on a les plus compétents, nous, c'est pour ça qu'ils viennent. Et en plus, il y a les gens du coin qui ont une transmission orale. Nous, dans l'Unicarier, on peut inventer notre modèle agricole et former les gens, les accompagner. Et nous, on a mis tous les volets, les accompagner sur 5 ans, leur trouver un terrain et le modèle économique, parce que c'est important. Derrière, il faut que ça rapporte aussi, parce qu'on ne fait pas ça que pour le truc, mais voilà, tout doit se faire avec un bienfait environnemental. Et derrière, ça n'empêche pas justement de faire une économie. Et dans une vallée comme le Géant-Saint, il y a tous les métiers de demain. Et quand on parlait tout à l'heure de médecins, qu'il n'y a pas de médecins, tout ça, moi j'avais des gens en haut, il y avait un savoir sur la médecine des arbres et des plantes, où tout était, je ne dis pas qu'il ne faut pas la médecine pointue, mais par contre, tous les bobos locaux étaient soignés, et les gens, et ces gens-là, on les a complètement mis de côté, parce qu'il est arrivé la chimie, tout ça. Et il y avait, pour parler même de la médecine, tout est à portée de main. La nature, elle nous parle. Il y a un monde sauvage qui est en train de s'organiser. Et nous, on est en train de vouloir tuer les vaches sauvages parce qu'elles mangent les rosiers qu'ils ont achetés au Weldon. Et ces animaux sauvages, c'est une plus-value énorme, ça n'existe nulle part ailleurs. Et les gens comme Francis Allais et tout ça, ils disent qu'on est des modèles de forêt primaire, quasiment. On n'a pas des bisons, mais on a ces animaux qui sont venus avec les populations, parce que le mouflon, tout ça, c'était pas un animal sauvage, c'est un animal comme la vache maintenant qui sont sauvagés. Et ils ont un lien avec les arbres qui est super important, et c'est pour ça qu'on a les derniers sols dans des vallées comme le Jonsan, la Scolet, tout ça, on a les derniers sols vivants d'Europe. Partout ailleurs, c'est mort. Et ils sont vivants parce qu'ils ont ces animaux-là, c'est une plus-value énorme. On a éradiqué tous les mammifères de la planète. Les derniers mammifères, ils sont là. Et la Corse, c'est un poumon vert, c'est l'Amazonie à l'échelle de la Méditerranée. Moi, j'en ai une notion aussi par rapport à l'eau, parce que quand j'étais jeune pompier, j'ai croisé les scientifiques de la Starezo qui m'ont montré dans les années 80 ce qui se passait au fond de l'eau et qui allait faire effet papillon maintenant. Et
on ne peut pas dissocier la Corse du Montecinto à Soulo, parce que les forêts et les herbiers, c'est 50-50 hein, sur le truc. Donc c'est pour ça que tout est lié, et si on n'a pas ce raisonnement, on ne pourra pas avancer, quoi. Voilà. Ce que je propose aussi, c'est que dans la salle, il y a plusieurs personnes avec lesquelles on a déjà bossé. Et alors, c'est pas obligatoire, mais ce que je propose, c'est peut-être un petit peu de témoignage de Patrick, de Ruben, si vous voulez prendre vite fait la parole pour dire ce que vous voyez de l'association. Parce que nous, on est la tête dedans, et c'est parfois un peu difficile, mais on a tous un prisme différent, et c'est ça qui est intéressant aussi. Je sais pas si ça vous dit de donner un peu la... En plus, Ruben, il sort de 3 jours de formation où on l'a chouchouté, là, donc je pense que c'est le bon moment pour qu'il nous raconte. Moi, je suis vraiment pas à l'aise pour parler devant tous ces gens qui me regardent. Moi, ce que je vois de cet assaut, c'est que ça va relancer des villages qui sont à moitié morts, en fait. On a besoin de relancer l'agriculture, on a besoin de relancer l'élevage, on a besoin de repeupler les villages, de rajouter des gamins dans les écoles, donc de refoutre des familles dans ces petites localités. Et donc typiquement, moi je sors de 3-4 jours de formation avec vous, là, où j'ai appris pas mal de choses dans les arbres. Comment expliquer ça? Moi, ce qui me passionne dans ce que vous faites, vous, c'est l'histoire de remettre des arbres en production, donc des trognes, ce qui se faisait avant, hein, par tes ancêtres, en fait, Pierre. L'histoire de mettre cet arbre au service de l'agriculture, de le tailler régulièrement, c'est ça qu'on appelle une trogne, pour donner du fourrage, par exemple, aux bêtes qui crèvent la dalle en été parce que ils n'ont plus rien à bouffer, parce que l'herbe est cramée. Voilà, j'ai pas prévu de parler, je suis pas du tout à l'aise. L'histoire que vous montiez ce centre de formation, je pense que on a besoin de, comme vous dites, hein, de compétences, des gens qui réapprennent à vivre un territoire. Et donc, l'agriculture, je la trouve essentielle, moi, dans un village, comme tu dis, pour nourrir la population au niveau local, quoi, sans dépendre toujours de ces milliers de bateaux dont on a besoin. Bon, moi j'aime bien le chocolat, mais je ne sais pas si on arrivera à en produire ici, mais voilà. En fait, pour imager ce que dit Ruben sur les arbres, et moi j'ai très tôt, j'aimais pas aller à l'école, donc du coup, quand je suis arrivé partout, on me disait, ah, tu n'as pas le bac, alors merde, tu n'as pas le bac. Et au final, maintenant, je suis content de ne pas avoir fait d'études, parce qu'en fait, j'ai fait des études dans l'école buissonnière, et je me suis fait ma propre histoire, et j'étais militaire, j'étais pompier, et en fait, j'ai compris que vraiment, et ça, c'est vraiment un truc dont il faut être conscient, tout ce qu'on nous apprend, c'est vraiment de la merde. Voilà. En tout cas, ce que j'ai vu moi, en tant que militaire, où j'étais sur place, et en tant que pompier, où j'ai vécu des événements dramatiques, ce qui a été relaté, ce qui a été retenu, ça n'avait rien, mais absolument rien à voir avec ce que moi, j'étais peut-être un des seuls pour en parler, parce que j'ai eu, je parle de tous les événements dramatiques, toutes les stèles que vous voyez de pompiers morts et de gens qui sont morts, on commémore, on remet des médailles à certains qui sont les premiers fautifs de ce qui s'est passé. Mais bon, à Comboc, on dit, en Corse. Donc, et ça, moi, ça m'a beaucoup marqué. Donc ça, je sais que l'histoire, elle est complètement tronquée. Donc c'est pour ça que, même dans l'histoire de la Corse, à l'échelon de vos villages, moi j'avais quelques notions d'histoire de transmission orale. Et c'est à partir de là, moi je n'ai pas voyagé. Il y en a qui n'ont pas de racines, moi j'en avais trop. Dès que je m'éloigne de mon village, je m'éloigne du pays. Et en même temps, chaque fois que j'y monte, j'ai l'estomac tordu parce qu'un coup on m'a fait une piste pour
débarder ces vieilles trônes, après on voulait me mettre des éoliennes, après on voulait mettre des trucs, enfin, à chaque fois qu'on monte, on détruit un paysage, et le paysage, il fait partie intégrante de la biodiversité, intégrante. Et après, on vous dit, le parc et la charte, mais à chaque fois, on construit, on vous dit Natura 2000, et puis on vous fait un réservoir, on met comme on a dit tout à l'heure, des lumières partout. Vous voulez faire une cabane en bois dans votre champ, avec des arbres et des pierres que vous prenez sur place, ah non, enfin, permis de construire, ah non, il faut aussi... Par contre, Natura 2000, parce qu'il y a la tortue cistule ou quoi, par contre, des logos là, d'énergie solaire, comme je faisais son de bataille, on voit des champs entiers éclairés, alors qu'on sait que les animaux, même l'humain, il a besoin de la nuit pour voir. Voilà, donc c'est dans cette cacophonie générale, à l'UQAP, on a réinventé, pas réinventé, mais réécrit l'histoire par l'observation, par des faits scientifiques et un arbre qui est passé complètement à la trappe dans l'histoire de la Corse, et c'est à partir de lui qu'on a travaillé sur l'UQAP, parce qu'à l'UQAP, ils ont été obligés de laisser ces arbres. Ils ont été obligés parce que sinon, les populations, c'est la colonisation qui a voulu enlever tous ces arbres et enlever les gens des forêts. Parce que les gens vivaient dans la forêt et avaient besoin, en Corse, ils avaient besoin de rien. C'est pour ça que personne ne sait, enfin personne, peut-être certains le savent, pourquoi on dit que les Corses sont fainéants. Ah, parce qu'ils font la sieste, parce qu'ils boivent le pastis, parce que c'est une plus-value. Et non, pour la Corse. Les Corses, on a dit depuis toujours qu'ils étaient fainéants, parce que les gens qui venaient essayer de rentrer en Corse, les gens étaient dans les forêts, ça leur servait de protection, ça leur servait de nourriture. Ils n'avaient pas besoin de labourer, ils n'avaient pas besoin de trucs, ils avaient des arbres qui les nourrissaient. Et ça, c'était unique en Europe, parce qu'on a travaillé l'arbre depuis le néolithique. Ça s'appelle le régime balanophage, d'où le nom balagne. Et la balagne, ça ne veut pas dire, vous n'avez pas de coup de fusil sur la balagne. Ils devraient tirer du fusil sur la balagne, parce que les Corses ne savent pas que la balagne, c'est ou balagne. Et ou balagne, c'est le gland. Et ce qui a fait le jardin de la Corse, tout ça, la balagne et tout, c'est parti d'Arène, c'est la colonisation, les Génois, tout ça, qui ont mis les Corses au travail pour labourer, pour faire des céréales, pour prendre et exporter sur Gênes. Bon, après, c'était un modèle agricole qui était quand même... et d'ailleurs, ça leur a reproché, parce qu'en fait, les Génois, par rapport à ça, ils ont nourri les Corses et ça s'est retourné contre eux. Mais avant ça, la Corse, c'était l'arbre historique endémique de la Corse, c'est le chêne. C'était tout recouvert de chêne, le châtaignier, l'olivier, tout ça, c'est pas corse, ça a été importé. Voilà. Maintenant, on vous dit, pareil, on lutte contre les griffes de sorcières, contre les filles de barbarie avec notre oignon, là, tout s'est tapé du conservatoire du littoral sans analyse fondée. Et l'arbre de l'UQAP, ils ont été obligés de laisser ces forêts, parce que c'était des endroits où il y avait de l'élevage. Et quand ils ont dealé avec les chefs de village pour enlever tous ces arbres qu'ils ont enlevés par le feu, parce qu'il fallait enlever aussi des gens qui étaient dans les forêts, c'était les païens, comme partout, c'est pas la Corse, c'est le peuple des arbres. La Corse, c'était vraiment le peuple des arbres. Et ces gens-là, c'est toujours ceux qui sont le plus partout dans le monde, on veut les sortir, même à Gaza, qu'est-ce qu'on en voulait, les oliviers. C'est ce qui rend la résilience. Si vous voyez partout sur les rochers, depuis le néolithique, vous avez des copules, des petits trous, et ils prenaient des glands, ils écrasaient, et avec ça, ils faisaient tout, le maquillage, la nourriture, tout ça. Et quand je dis qu'il n'y a pas de relation avec tous ces gens qui travaillent, parce que moi je les connais tous, l'université de Corté, les scientifiques, ceux qui viennent nous raconter, le parc Galéa, Fenouillère, ok. Fenouillère, il faisait un truc, cette plante peut sauver l'humanité, RCFM, parc Galéa, les scientifiques du monde entier qui viennent. Et je passe là-bas à Starézo, je discute avec mon ami Pierre Lejeune, et je voyais qu'il y avait des travaux pharaoniques. Je vous imagine ça parce que ça reflète le travaux pharaoniques, on enlevait des palox, un hélico qui arrivait, qui débardait les trucs. J'ai dit, c'est toi qui fais ça, Pierre? Il me dit, non, c'est le conservatoire du littoral. J'ai dit, ah bon, mais ils ne sont pas venus discuter avec toi. Pierre Lejeune me dit, non. Ça fait que 40 ans, peut-être 50 ans, que l'université de Liège travaille sur, non seulement, il y a des spécialistes, moi j'ai eu des spécialistes de tout à Starézo, bon maintenant c'est privé, mais ça continue à travailler en tant que
sans tronçonnographie. Ils ont un recul d'études des fonds marins et de la faune et de la flore. Et moi, petit pompier, je discutais déjà avec lui à l'époque par rapport aux griffes de sorcières qui prenaient le dessus sur le maquis. Et Pierre-Eugène m'a dit, mais oui, j'ai dit, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Et ils n'ont pas discuté avec toi, mais toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Il m'a dit, moi, je ne suis pas pour les plantes, forcément pour les plantes exogènes, mais en l'état actuel des choses, tout le maquis de la Révélate, il ne tient plus avec le vent et tout ça. Il me dit, moi, j'avais travaillé avec eux par rapport à la résilience de la presqu'île par rapport au feu. Ouais, on s'était organisé. Il te souviens quand on avait arrêté le feu qui partait sur Calvi, sur la Révélate? J'ai dit oui, on s'est appuyé sur le champ de griffe de sorcière. La griffe de sorcière, c'est inifugé, ça. Il faut y allumer un feu de camp en plein mois d'août, ça ne brûle pas. Il faut un vrai travail de fond. Et là, on me dit, ah bah, il faut arracher toutes ces griffes de sorcière. Voilà. Et on ne discute pas avec des scientifiques qui sont là depuis des lustres qui font un travail. Ils arrivent de l'extérieur, ils ont appris l'environnement dans leur truc, ils arrivent, bah, tout le bord de mer, c'est conservatoire littoral. Ah, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit. Voilà. Donc ça alimente, ça reflète. Et c'est partout pas. C'est partout ça. Je vais arrêter là. Non, mais c'est pas mal. Justement, je rebondis parce que, en fait, ça, c'est vraiment l'essence du sbire. Et le nom sbire, ça veut dire le martinet noir, pour ceux qui parlent corse. Mais avec deux R, donc tu compléteras si besoin, mais avec deux R, c'est le mauvais garçon. C'est un peu le rebelle dans les villages. Parce qu'effectivement, l'essence de l'assaut, c'est de savoir voler à la fois en altitude et à la fois en détail dans les villages, mais par contre de garder ce côté rebelle et de ce côté on peut être le petit enfant qui dit à ses parents mais pourquoi vous faites ça, c'est bête, et moi je suis pas d'accord. Et par contre l'intelligence on peut parler d'intelligence collective dans les actions qu'on prône, c'est justement de ne pas se mettre en opposition face au système actuel, mais plutôt de l'intégrer et de l'infiltrer en disant mais il y a forcément, il y a 20% de gens qui sont vraiment compétents dans leur boulot et qui sont des ressources vraiment hyper importantes. Et c'est des gens en plus qui en général en ont marre de ne pas arriver à faire des choses. Donc ils attendent que ça, d'avoir une structure collective où on peut aller ensemble vers des actions concrètes. Et les premiers à nous dire, c'est la Chambre d'agriculture. Ils disent mais vous avez la transversalité et l'action potentielle que nous on n'a pas parce que nous on est salariés de la Chambre d'agriculture sur le pastoralisme. Et du coup, même s'ils ont une partie de défense des forêts contre l'incendie où ils travaillent avec l'aménagement des parcours pastoraux, ils ont quand même un vrai blocage sur mettre en place et être légitime pour parler de ça. Et du coup, en question de légitimité, c'est vrai que toute l'identité de l'assaut, elle s'est aussi construite jusqu'en 2025, où maintenant on a refait nos statuts pour être Institut technique d'agroforesterie corse, pour pouvoir aussi se représenter, pas simplement comme une association non professionnelle, mais vraiment comme un institut technique. Et ça, on s'est rendu compte que de plus en plus, parce qu'on a commencé à faire du travaux, de rapportage, de communication un peu, le site qui arrive bientôt, mais on a vraiment des domaines qui nous permettent de s'asseoir sur des thématiques qui pourraient être reprises par d'autres de la mauvaise manière. Et du coup là-dessus, on parlait des trolls tout à l'heure, je me permets de revenir dessus parce que les vieux arbres qu'on a un peu partout, ici on a beaucoup d'oliviers qui sont pluricentenaires, là-haut on a des forêts de chênes qui sont exceptionnelles. Et j'insiste là-dessus parce que l'homme a travaillé ces paysages, un chêne vert naturellement ça vit 300 ans, 300-400 ans. Là il y en a qui ont 800 ans, presque 1000 ans. Et ça, c'est parce que l'homme a travaillé avec la nature pendant des générations, qu'il y a eu une transmission orale et une vocation collective d'utilisation et d'économie, qu'on a fait perdurer des paysages qui sont vivants, résilients au risque, et qui sont aujourd'hui complètement délaissés, mais qui ont une biodiversité qui est exceptionnelle, parce que les vieilles forêts, elles abritent de la biodiversité parce qu'il y a des vieux arbres qui ont des écorces qui se relèvent, des cavités latéraux. Et la taille qui a été pratiquée par les Corses pendant des années, ça a créé ce qu'on appelle des dendro-micro-habitats. Je ne vais pas aller trop dans le technique, mais c'est effectivement, c'est des tests qui ont été faits par les forestiers qu'on a récupérés pour travailler sur le monde agricole, parce qu'en fait, on se retrouve
en quantifiant ces habitats sur les arbres, à l'hectare, 2 à 3 fois plus d'habitats potentiels que sur les forêts primaires. Et là, c'est un changement de paradigme complet parce qu'on se dit, ah ouais, on peut, avec l'agriculture, créer plus de biodiversité que dans la réserve où on ne touche pas parce qu'il y a le mouflon et que le cerf est en train de bouffer toutes les repousses par la rive. Donc c'est vraiment un changement de paradigme qu'on accompagne parce qu'on fait les études dessus, sur des trucs qui en plus, c'est souvent des forêts privées, et puis l'ONF avait, comme le disait Pierre tout à l'heure, avait commencé à tout couper, ces vieux arbres, quoi. Et c'est... Nous, on fait que parler de choses qui nous dépassent et qui étaient là bien avant nous, mais c'est vraiment les remettre au cœur de notre vision et de nos recherches et de nos savoirs qu'on arrivera à faire porter un message qui est beaucoup plus large, quoi. Et donc ça fait partie des projets qui m'intéressent vachement et sur lesquels je bosse beaucoup en ce moment. Ça s'appelle Vital Green, ou le projet Vital. En ce moment, j'en profite pour faire un peu de la pub, mais on a eu 15 000 € déjà du Crédit Agricole pour lancer des études et des inventaires. Donc un consortium avec les naturalistes, la Chambre d'agriculture, le parc, le conservatoire d'espaces naturels. Justement, l'idée c'est de fédérer tous ces gens qui peuvent faire des bêtises parfois ou qui se mettent en opposition, mais de les mettre tous autour de la table, autour de ces trognes, pour étudier vraiment la biodiversité, et donc de lancer des inventaires, et aussi de l'action concrète de formation avec les agriculteurs. Donc on a eu 15 000 € déjà pour ce projet, et il y a 10 000 € en plus qui sont en jeu sur un prix du public avec un lien, donc on peut vous envoyer, ou que je peux vous transmettre, il y a des chats qui l'ont eu. Ça, si vous pouvez repartager, et c'est pas pour critiquer les autres projets, mais quand on fait des restaurations de milieux humides qui, à cause du bouleversement climatique, vont dans 50 ans perdre toute la biodiversité qu'on essaie d'y remettre, là, c'est plus que patrimonial, c'est commencer à restaurer et protéger ce que peut être l'agroforesterie sur le long terme, et du coup capitaliser sur un des seuls, comme le disait Pierre, un des seuls paysages vivants qui reste là où l'homme est intervenu. Parce qu'effectivement, avec Francis Allais, on discutait beaucoup des zones où l'homme ne doit plus intervenir pour recréer des forêts primaires, mais il ne faut pas opposer l'occupation du territoire et la biodiversité. Et c'est vraiment ça qu'on met en place à travers un laboratoire vivant, qui est ce qu'il y a de mieux en Méditerranée. Et tous ceux qui sont allés au Maroc, qui sont allés en Catalogne, il y a encore cette culture agroforestière, ils ont quand même perdu cette ressource-là. Il y a des forêts de frênes dimorphes qui sont magnifiques, mais les forêts de chêne vert qu'on a ici, elles sont juste exceptionnelles. Donc voilà, j'en profite avant mes échanges pour vous dire, n'hésitez pas à voter, à partager ça, parce que si on a ces 10 000 € en plus, c'est encore plus de scientifiques qui vont pouvoir nous accompagner, qui vont pouvoir travailler à étudier cette biodiversité. Et donc, l'objectif final de ce projet, c'est, quand on sait quelles espèces vivent dans ces milieux-là, c'est de dire quels services écosystémiques sont rendus pour les agriculteurs et pour le reste du territoire par ces arbres. Parce qu'il y a des prédateurs, on a commencé des relevés, donc il y a 3700 trognes qui ont été identifiés pour l'instant, sur un tout petit peu plus de 100 hectares, donc il y en a peut-être 4, 5, 10 fois plus un peu partout, toutes pluriséculaires. Mais il y a des prédateurs de la chenille du mont Bix disparate, par exemple, qui font une partie de leur cycle de vie dans les cavités latéraux. Le calosome, c'en est un. Et tout ça, c'est un tampon écologique qui est présent pour l'instant, mais dans 100 ans, peut-être un peu plus, elles sont toutes en train de mourir. Si on ne recrée pas une dynamique comme ça, on va perdre tout ce tampon écologique et toute l'exemplarité qu'on peut avoir en Corse à travers ça. Voilà. On a 10 minutes pour les questions-réponses. Il nous reste, justement, il reste 10 minutes pour faire des 3-4 questions-réponses avant de lancer le film. Donc, je sais qu'on pourrait parler pendant longtemps, et on va sans doute après en plus parler. Donc, merci beaucoup pour toutes ces explications très très intéressantes. J'avais une double question. Bon, d'abord, je voulais dire que moi j'ai beaucoup appris dans la nature et j'ai beaucoup appris à l'école aussi. Et j'ai pas été militaire et j'en suis très content, mais c'est un choix, c'est mon histoire.
Une double question. D'une part, je voulais savoir comment les citoyens actuellement œuvrent au projet, parce que vous parlez beaucoup de ce millefeuille administratif. Donc ça fait quand même, j'imagine, beaucoup de travail, de réunion avec des acteurs très ciblés. Donc de quelle manière les citoyens sont intégrés aujourd'hui au projet de l'association? Et la deuxième question, j'en profite, j'ai la parole, c'était par rapport aux fonciers, donc vous expliquiez par rapport aux cartographies, etc. Donc tout ce qui est terrains communaux, bon, on a bien compris comment c'était faisable, possible d'envisager une autre manière de faire. Et par contre, tout ce qui est terrain privé, comment est-ce que vous arrivez à avancer sur cette thématique? C'est toujours pareil, hein. Là où c'est le plus dur, c'est avec l'humain. Et sur un territoire comme le Capet, c'est notre combat de tous les jours, d'essayer de mettre en synergie tout le monde. On a essayé de relier déjà, de faire parler tous les agriculteurs entre eux, parce que chacun a son discours. Et là, lui, c'est un chasseur de privé, lui, il fait de la merde. Ah non, mais lui, les vaches sauvages. Ah non, mais maintenant, il y a les vignes, il y a bien quoi, les vaches qui montent, après, il faut pas le faire monter. Après, il y a Manich qui fait les chèvres, on lui a donné la forêt communale, quoi. Il y a une cacophonie complète. L'idée, et c'est le plus dur, c'est un truc de fou, c'est ce que je fais, c'est d'aller discuter avec tous les gens, dire oui, voilà, on fait ça, mais ça match avec ça, et de faire un projet commun. Maintenant, on voit qu'on peut cracher sur le modèle français, qui est, je suis le premier à en cracher, qui est un manuel, et on voit que dans tous les domaines, que ce soit l'ONF, tous, il y a des leviers, parce que de tous, il y a toujours la charte paysage. Dans la charte, on est en plein cœur du parc régional. Donc, dedans, on parle de biodiversité, donc tout ça, et il y a des aides. Nos sentiers, ils ont été donnés à l'Office du tourisme. On voit qu'eux aussi, il y a des aides. Si on arrive à relier tout ça et à prendre ce qu'il y a de bon, les pompiers font des réserves d'eau là où ça coûte 50 000 €. Les pompiers s'en chargent jamais. Après, il y a ceux qui réfléchissent à l'eau. On fait des bassines sur la rivière, tout ça. Nos sources, elles sont toutes abandonnées. Il se trouve que les scientifiques qui ont travaillé sur l'eau, ils ont travaillé sur les rivières, sur les lacs, je les connais bien, j'ai plongé dans tous les lacs pour faire des prélèvements. Antoine Nancy, on lui dit, mais ces sources qui sortent à 1500 mètres d'altitude, qui ne changent jamais de débit, moi je les connais bien, parce qu'avec les bergers que j'ai connus, on les nettoyait, on les entretenait tous les 10 ans. Tout ce qui est capté, tout ce qui est à moins de 15 mètres, tout était capté, tout était géré. Et cette eau-là, elle a disparu. Quand on parle d'aluminium et d'eau, vite fait, c'était quoi la question? Parce que je me rendais sur plein de sujets. Donc la plus grosse, et on sait que par contre, si des gens viennent avec nous, rien que sur le Micapé, mais c'est très difficile. Le maire, hop, il se prend un truc, c'est une bonne initiative, que ce soit lui, et du coup, il coupe. Et les agriculteurs, on a trouvé la formule maintenant, ça s'appelle des GI2E. On a fait le premier, ça s'appelle Groupement d'intérêt économique environnemental. L'idée, c'est de leur trouver du pognon, de leur donner du pognon, et pas pour faire de la merde, mais moi je m'en fous que le mec il ait le dernier pick-up, le dernier modèle. Si demain son troupeau il fait un sol vivant et qu'il a un bénéfice environnemental sur le truc, on s'en fout qu'il fasse de la production à grande échelle pour vendre de la viande. Déjà, si on fait une petite production pour vendre localement et qu'il y a un bienfait environnemental des vaches, et on sait que les vaches ont un bienfait environnemental. Par contre, si on fait bouffer de l'aliment de Bretagne, elles ruminent et leur merde, leur pousse et ça tue le sol. Par contre, si on fait bouffer du gland et des feuilles, c'est ce qu'ils ont mangé depuis toujours. Hein. Les glands et les feuilles, il y en a à profusion. Hein. Mais on leur donne, et ça pollue le sol. Et je complète en 2 phrases, mon boulot c'est de faire ça aussi. Donc sur la mobilisation des acteurs, ça se fait par l'action. Et du coup, bon là on a commencé, les KIAM un peu moins, mais sur les formations, sur les animations, là on a fait 4 ateliers techniques pendant la journée grand public, sur l'eau, sur le feu, sur l'arbre et sur le calendrier paysan. Ça inclut les habitants. Et là aussi ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une soirée au profit de l'école. Donc effectivement, les gens n'étaient pas forcément au courant de toute l'asso et de tout ce qu'ils font, de tout ce qu'on fait. Mais par contre, à la soirée, il y avait 80 personnes qui étaient là parce qu'ils donnaient au profit de l'école. Et la soirée, elle était organisée par l'association. Donc ça fait quand même parler un peu du truc. L'idée, c'est pas que tout le monde connaisse tout et on n'arrivera jamais à ça, mais c'est quand même par des petites actions de mettre en lien. Et pour répondre à la question sur le foncier, il y a
structures qui existent, notamment des associations syndicales autorisées, donc, ça s'appelle les ASA. Là, c'est autorisé par le préfet. En fait, ça a vocation à mobiliser du foncier privé pour, par exemple, du démaquisage ou de l'entretien du milieu. Donc un peu sur la même logique que les AFP ou donc les associations foncières pastorales, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment un biais qui nous permet de mettre à disposition du terrain privé qui reste privé et où on ne va pas forcément mettre en culture, mais par contre on peut déjà contacter le propriétaire et s'il ne répond pas, ça nous permet quand même d'aller démaquiser sur son terrain. Et démaquiser de la bonne manière, c'est mieux. Donc il y a des leviers qui sont existants quand même et qu'on essaie de développer, mais là c'est limite politique où du coup il faut avoir une discussion. C'est super important parce que maintenant, ça c'est plus une excuse. Hein. Le foncier, nous on a montré sur une capelle que le foncier, si on va discuter avec les gens, les privés, si on monte un projet cohérent, parce qu'il faut savoir, c'est que les gens sont attachés à leur terre, même s'ils n'en font rien, l'attachement. Par contre, si on va discuter avec eux, qu'on leur montre tout ce qu'on fait, et en plus les mairies maintenant sur tout ce qui est bien 100 mètres, et même nous on a des trucs, on peut maintenant tout ce qui est bien 100 mètres où il n'y a pas eu de truc, il y a un truc qui s'appelle on peut racheter, on peut reprendre les biens 100 mètres. Il y a juste, donc ça veut dire que le foncier maintenant c'est plus un problème. Alba. Oui, j'ai une question rapide. Je pense que ça oui. Merci pour votre présentation, c'était très intéressant. Et donc on a entendu beaucoup de choses que vous faites pour nous toutes finalement. Et en fait, ma question, je pense qu'elle est liée à celle de Fred, c'est qu'est-ce qu'on peut faire nous pour vous? C'est-à-dire, nous en tant que citoyens qui n'ont pas de connaissances si spécifiques, qui ne vont pas venir faire des formations, ou peut-être les suivre, parce que ce qui est bien avec Yallopi, c'est qu'il y a des fonds, mais en même temps, les formations sont parfois très chères, donc on ne peut pas les suivre. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyenne pour vous aider? Déjà, vous pouvez voter pour le projet, c'est super, partager et tout. Non, on a un groupe avec lequel on met les annonces, on n'est pas très fort en réseaux sociaux, on va monter en compétences parce qu'on aura aussi d'autres gens qui vont, notamment une salariée qui arrivera à partir de février avec moi, qui est pour l'instant bénévole, où on va essayer de beaucoup plus structurer justement les citoyens et les bénévoles qui veulent s'investir parce que pourrait monter des apéros bénévoles, des trucs pour qu'on s'échange un peu et qu'on discute. Et c'est vrai que pour l'instant, il y a beaucoup de travail d'ordi, je ne suis pas sûr que ça vous passionne. Mais par contre, il y a de plus en plus d'actions qui peuvent être réfléchies dans cette logique-là, mais concrètement sur le terrain. Et là, ça peut être des KIAM, ça peut être des moments où vous êtes investis et on va essayer de développer ça. Et vous pouvez suivre les ASO, vous pouvez adhérer évidemment. Et comme ça, on essaiera de monter cette dynamique un peu plus en 2026. C'est vite fait. Ce qu'il y a d'intéressant avec l'agroforesterie, c'est ça qui est énorme. C'est-à-dire que l'agroforesterie, c'est ce qu'on a mis nous au jour, c'est pas simplement planter des plantes sous les arbres. C'est que l'agroforesterie, c'est lié un peu à ces gens que j'ai connus dans les villages qui savaient tout faire. Tout ce qu'ils n'avaient pas seulement planter les plantes, ils savaient faire les selles, ils savaient faire des couteaux, ils savaient faire des murs en pierre, ils savaient retrouver une source, ils savaient prendre 2 baguettes pour trouver l'eau. L'agroforesterie, nous dans l'association, c'est tellement ouvert à tous, c'est que maintenant, avec le volet formation agroforestière, si tu as un projet dans l'art, on peut faire une formation à partir du moment où on ne fait pas de l'art avec du plastique ou quoi, qu'on peut le faire avec des trucs recyclés. Mais tout ce qui est lié à un bénéfice environnemental, on peut l'inclure dans nos formations. C'est-à-dire que demain, on va chercher un formateur, on va chercher les meilleurs, ils sont toujours très intéressés pour venir chez nous sur ce sujet-là. C'est-à-dire que demain, si en se connectant maintenant avec le site de l'association, en se mettant dans le comité technique et scientifique, c'est un grand mot, mais il y a des francis-salés, mais il y a des paysans d'handicapés, ou même, on va faire un projet avec l'école. Le monde de l'agroforesterie, il est lié avec tous ces gens, et on voit que ces gens, dans la nature, tout ce qu'ils faisaient était beau. Vous voyez, maintenant, tout ce qu'on fait, on est moche. Moi, je vois, même là, c'était novembre, le mois des morts. Même dans la mort, on est moche dans les villages. Il y a des bougies en plastique, des cimetières complètement, avec avoir su d'Algageau, entouré d'immeubles. Enfin, il y a même la symbolique, quand on parle des arbres, on ne plantait pas n'importe quel arbre. On n'allait pas aller au Weldom, on achetait un arbre, on plantait.
Et on plantait, avec les morts, on plantait. Il y avait à côté des églises, on plantait de l'or. Bon, maintenant, il y a une cacophonie complète. Donc, sur ces sujets-là, l'association est tellement ouverte que si on a quelqu'un qui nous propose une formation, en plus, un handicapé, c'est énorme. Parce qu'en plus, on a tous les locaux, ils ne sont pas réservés, excusez-moi, à l'art. L'art, c'est très bien, mais il y a un théâtre de 400 places. Il y a un hébergement de 80, et on a tout ce staff et tous ces outils, sont des outils payés par la collectivité, vous les payez tous, et pendant que s'ils ne sont pas occupés, on peut en bénéficier, on peut faire tous les stages liés à l'environnement, l'art, à la culture, l'agriculture, l'économie. Donc on vous invite à nous donner des idées, et après le comité technique et scientifique est tellement vaste, mais s'il y en a un qui veut prendre un sujet, et du coup on peut travailler tous ensemble. Il y a un territoire de jeu extraordinaire. Autre question? Garant de l'annonce, moi. Je sais qu'il y en a la moitié qui veut aller faire pipi avant le film. Donc, pas une question, mais une remarque. Ce projet, cette association, personnellement, c'est une excellente idée. Sachant que dans un monde où on essaye de plus en plus de nous faire aller à une marche forcée vers l'assistanat et l'infantilisation, seuls les projets qui partiront d'en bas, évidemment, pourront se développer, ça prend du temps, et pour obtenir des sous, et ça vous avez dû le voir, pour avoir des subventions, il faut effectivement avoir un projet très bien ficelé, et en général ça passe. Oui. C'est exactement ce qu'on a fait. On a embauché ce monsieur qui est ingénieur agronome. Et le deuxième emploi on en parlait vite fait, le deuxième emploi qui va être créé avec l'association, comme j'étais en poste aux pompiers, mon copain qui était je n'avais pas trop de relations avec mes supérieurs, mais un avec qui il y avait certains je connais bien, c'était le chef des projets européens. Et un jour il est arrivé, il était en rage, il me dit regarde moi ça, il a embauché 10 nanas pour faire le café au service départemental d'incendie. Moi je suis seul sur des projets européens, avec l'Australie, le Canada, accroché des projets à des millions d'euros, il était tout seul. Et il voit passer un CV, il me dit regarde le CV quand on reçoit, on l'habite même pas. Elle avait 3 masters en environnement, elle avait travaillé sur les fonds en Californie, elle avait travaillé partout, on voyait et elle demandait un poste au service européen, où il y avait qu'une personne dans le SDIS. Et moi, quand je suis rentré, j'ai appelé Patrick Beauté, pour ceux qui connaissent, et j'ai appelé Patrick, j'ai dit Patrick, envoie-moi le CV. J'ai pris le CV, j'ai contacté la personne, j'ai dit écoute, moi je ne peux pas te donner le poste au pompier, mais par contre je travaille sur le sujet et si tu veux, et surtout qu'elle était à Saint-Florent, elle montait au Lucapel. On est resté en contact comme ça. Elle avait un boulot sur une grosse association parisienne où elle gérait des tas de projets. Et maintenant, on est en train de toujours continuer à travailler ensemble. Et maintenant, avec Paul, elle s'est mise en disponibilité. Elle va travailler à plein temps avec nous. Donc on a quelqu'un qui est très compétent. Et je pense que cette compétence-là, elle fait beaucoup de défauts dans toutes les communautés des communes et compagnie. Une dernière question ou un témoignage, critique virulente, je sais pas. Tu mets un peu le fesse. Pas obligé, hein. Pascal. Est-ce que vous pouvez nous donner... Merci pour votre intervention. Merci, Basta. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples précis de projets que vous avez accompagnés en agroforesterie ou réalisés, même si ce sont des micro-projets? Oui, donc sur le GI2 dont on parlait tout à l'heure, le groupement d'agriculteurs, on est en co-animation avec la Chambre d'agriculture. Donc il y a 6 éleveurs qui sont là il y a un maraîcher d'Orient, pour ceux qui connaissent, qui rentre dedans en 2026. Donc là il y a des diagnostics individuels sur chacun des projets. Il y en a qui veulent faire avec les chevaux, il y a Cécile de Duagne aussi qui est dedans. Il y en a qui sont sur de l'affouragement, donc du fourrage pour les bêtes. Donc c'est difficile de vous parler d'un projet précédent parce qu'il y en a une dizaine qui sont vraiment ciblés à l'agriculture. Et après, il y a donc les projets collectifs. Il y a une réflexion sur un broyeur à aliments pour pouvoir, quand on coupe des arbres, en faire des aliments parce que c'est une des charges les plus grosses des exploitations. Et après, on a aussi une plantation avec une agricultrice de Montcalm, Dagmar, pour ceux qui la connaissent,
qui elle, se fait avec une association qui s'appelle Des enfants et des arbres. Donc là, c'est de travailler avec l'école de Calenzane pour venir faire planter les enfants sur le terrain. Et ça, c'est super intéressant parce que la plantation, c'est pas la solution à l'agroforesterie. Il y a déjà beaucoup à faire avec ce qui est spontané. Mais pour le coup, les financements pour la plantation, et ce qui est important quand même dans certains cas, ils sont tous gelés, à part avec cette association-là qui en plus a cette vocation pédagogique qui est super. Et donc ça, c'est un projet qui est en même temps très intéressant parce qu'on va essayer de suivre des espèces qui sont de végétal local, mais aussi quelques espèces qui peuvent être d'intérêt prochain pour l'agroforesterie. Donc il y a toute une vocation à essayer de tester des essences. Juste vite fait, je dis vite fait, mais le projet sur l'alimentation, ça c'est un truc énorme. Hein, parce que là, nous on a des troupeaux là-haut, sans parler des vaches sauvages, parce que c'est un truc de fou. Mais les troupeaux qu'on a, c'est une des meilleures viandes du monde, hein, comme elles sont élevées, et on est critiqué beaucoup, en petits troupeaux, on est nourri avec des feuilles et des glands. Si vous mangez cette viande-là, c'est bon pour la santé. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS en 2015 qui a dit que la viande, la vache, c'est un animal absolument qui vit avec les arbres. C'est un animal agroforestier. C'est pas du tout un animal fait pour être en stabulation, pour mettre dans les prés. D'ailleurs, la vache, vous lui mettez des branches et de l'herbe, elle va sur les branches. Et nos vaches, elles viennent de l'Atlas. C'est une variété d'animal agroforestier qui venait d'Égypte. En Europe, c'était le roc. Et nos veaux qu'on vend après, qui est engraissé de la livre là-bas, ça fait des oméga 6. L'OMS en 2015, qui l'a dit, et c'est tout ce qui est cancer du côlon et cancer de trucs. Donc après, si on fait notre propre aliment à base de blanc et à base de trucs, là, c'est la DSA en Espagne, c'est la meilleure charcuterie au monde, non seulement pour les animaux, mais en plus même pour l'humain. Donc du coup, il y a vraiment... et ça, c'est à portée de main. On a des glands partout, on n'en fait rien. Et des millions de tonnes de bateaux là, arrivent du continent. Le moindre bug, tout ça s'arrête, même nos animaux domestiques meurent. Et heureusement qu'il y aura les animaux sauvages qui, eux, se sont organisés. Et tous les jours, sur les journaux, le sanglier arrive, les vaches sauvages, il y en a une qui a encore né un touriste sur la plage. C'est un truc, c'est une plus-value énorme pour la Corse. On est en résilience complète, mais il faut s'organiser, quoi. Avec ce qui arrive, je crois qu'il y a plus qu'urgence. Pour conclure, du coup, c'est vrai que là-dessus, on a fait des bilans carbone sur les exploitations bovines. On sait que déjà, avec les superficies qu'on a, sans parler des arbres, parce que ça ne rentre pas dans l'outil, on a 2 à 3 fois plus de stockage de carbone que d'émissions sur les exploitations. Donc si en plus on travaille à l'abattage fermier pour limiter le bien-être, pour augmenter le bien-être animal et éviter d'avoir besoin d'aller jusqu'à l'abattoir et tout, il y a une vraie réflexion collective, mais on a un potentiel de meilleure viande au monde, tout en réflexion de consommation raisonnée, etc. Mais on a aussi ce discours et ce potentiel de dire, moi j'ai beaucoup d'amis qui ont arrêté d'être végétariens depuis qu'ils me connaissent. Alors, je suis désolé pour eux, parce que c'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais en tout cas, il y a une vraie vocation à savoir manger local et savoir prendre conscience de la qualité des produits qu'on a ici, quoi. Merci à tous. Merci.